Bonjour à tous les mordus de hockey. Au menu d'aujourd'hui, on vous donne des petites infos sur le cap salarial à venir, les besoins contractuels d'une équipe dans une saison. On vous donne aussi 5 meilleurs contrats selon moi et Ced, chacun de notre côté, par association, pour les meilleurs contrats pour les équipes, bien entendu. Donc, on commence le show où on en mange du hockey à pleines dents. Salut Julien, ça va? Yes, salut Ced, en pleine forme, oui. Excellent. Pour commencer tout de suite, juste encore une fois, un merci à Frank Well de nous héberger sur sa chaîne Patreon. Donc, pour du contenu exclusif, allez sur sa chaîne. C'est à partir de 5 si je ne me trompe pas, à partir de 3 C'est avec la 5 là, vous Qu'on a avez accès à accès à nous, pas mal. c'est ça, je pense que c'est 5 qu'on visait. Ah, Ouais. exact. Donc, à ce moment-là, sur la chaîne de Frank Well sur Patreon. Puis sinon, allez voir sa chaîne sur YouTube. Il y a du contenu à toutes les semaines. Donc, super bonne chaîne. Nous, on adore, puis on vous le conseille. T'accro depuis 2 ans, fait que c'est ça. Parfait. J'écoute plus les médias traditionnels de hockey. On écoute juste Frank Oh boy. Castor. En masse, c'est des très bons sujets, puis une opinion tranchée, c'est ça qu'on veut. Oui. Et en français, en plus, authentique, c'est ça qu'on veut. Pour commencer, on a décidé de parler un peu du cap salarial des équipes, donc les restrictions que les équipes ont, pour amener à notre sujet principal qui est en fait les meilleurs contrats de la Ligue nationale en ce moment, selon nous. Donc, on en a choisi 5 dans chacune des associations, chacun, ce qui nous amène à une vingtaine de joueurs. Puis à la fin, on va parler un peu du Canadien, là, quelques joueurs intéressants à surveiller. Ça peut toujours être bon pour vos pools de hockey, fait que surveillez ça. Si jamais il y a des joueurs. Bon, il y a des superstars, là, mais il y a peut-être des joueurs que vous allez être surpris un peu là, qui peuvent être intéressants. Donc, première des choses, Julien, le cap salarial a augmenté d'1 million cette année. Donc, 83,5. Commence à être temps, là, après quelques années COVID où ça a stagné. Il y a certains DG qui commencent à avoir de la difficulté, je pense, à naviguer tout ça. On penserait-tu peut-être à Toronto, entre autres? Hein, Toronto, je pense que Julien Brisebois aussi, à Tampa Bay, là, devait commencer à s'arracher un petit peu des poils corporels ici et là. C'est clair, parce que quand tu regardes vite là, sur un site, je suis allé voir un peu en ce moment, au niveau du cap salarial, ceux qui sont en meilleure position puis ceux qui sont dans la moins bonne position. Le Canadien se trouve en presque l'avant-dernier, en fait, il est troisième. Deuxième avant-dernier, donc il est troisième à partir de la fin, malheureusement. Donc, Toronto est à 13 millions quelques au-dessus du cap. Pour ce qui est de Tampa, ils sont en ce moment 7 millions au-dessus du cap. Puis nous, au niveau du Canadien, c'est 5,1 au-dessus du cap. Donc, c'est à considérer les joueurs qui vont être mis sur le LTIR, donc les blessures à long terme pour les joueurs. Donc, aussitôt que les équipes vont décider de mettre ces joueurs-là sur le LTIR, à ce moment-là, ça va sortir du cap temporairement et donc permettre un peu plus de jeu. Là. Je ne sais pas si tu pouvais me parler un peu, comme justement, Carey Price, c'est un cas en particulier. Oui, dans le fond, il y a plusieurs joueurs dans cette situation-là, là, des espèces de contrats morts là, que certains gens peuvent utiliser comme terme. Là. En anglais, c'est dead contract. Un peu la bourde là, aussi que Drouin avait faite dans les médias quand il avait un peu stipulé que tout le monde savait que la carrière de Weber était finie, mais qu'il ne pouvait pas juste prendre sa retraite. Donc, c'est que les gars, quand ils ont des grosses blessures comme ça, s'ils annoncent leur retraite, admettons 10, je donne un exemple, mais 4, 5, 6 ans avant la fin de leur contrat, ça vient quand même pénaliser l'équipe qui a donné ce contrat-là, dans le fond, à ce joueur-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a des espèces de jeux qui se font entre les DG, qui se font échanger des gros contrats comme ça. À la Weber, qui s'est fait échanger à Vegas parce qu'eux autres, il y avait une place sur le LTIR. Donc, eux autres pouvaient glisser ce joueur-là, tandis que nous, chez le Canadien, on a Carey Price qui est dans cette situation-là. Et on a 2 spots de disponibles habituellement pour ça, toute la saison complète. Donc, quand on sait qu'on a un joueur qui va déjà y être pour la saison complète, il te reste comme juste une porte de sortie. Donc, c'est sûr que si le Canadien se ramassait avec Weber et avec Carey Price sur cette situation-là, je pense que ça aurait été très compliqué pour Kent Hughes de naviguer à long terme. Ouais. Malgré qu'on a une belle situation. Tu as dit, malheureusement, on est 5e en bas, je pense, mais c'est quand même un avantage en ce moment. 3e. 30e en fait.
c'est un avantage en ce moment, je pense, d'être 30e. Là, Oui. Plus qu'on a de marge de manœuvre sur le cap salarial, je pense que c'est très intéressant. Ben, ce qui va arriver, en fait, comme tu dis, c'est qu'il y a des joueurs à mettre sur le LTIR qui va nous permettre d'avoir beaucoup de cap qui va revenir. La seule chose, c'est qu'il y a une particularité qui fait en sorte pourquoi on n'a pas gardé Shea Weber, entre autres, c'est idéalement, le joueur est mis sur le LTIR une fois que la saison est commencée. Ouais. On fait ça pourquoi? Pour permettre de. En fait, c'est une question au niveau des bonus, parce que quand un contrat est signé, disons, Juraj Slafkovský signe un contrat d'entrée, mais il y a des bonus qui sont rattachés à ça. Donc, malgré qu'il est payé 900 000, 975 000, s'il joue toute la saison avec le Canadien, il peut atteindre des objectifs qui lui donnent des bonus, et ces bonus-là vont être à payer l'année suivante, où moment-là, la problématique où il peut avoir des problèmes au niveau du cap, c'est que quand on paye versus quand c'est ajouté au cap, c'est une date différente. Puis si on a, disons, Carey Price qui est mis sur le cap salarial, qui est enlevé du cap salarial via le LTIR, avant la saison, bien là, tous les bonus doivent être payés et doivent être intégrés dans le cap de cette année, ce qui peut causer des problèmes à ce niveau-là. Donc là, le jeu de Kent Hughes en ce moment, c'est de libérer de l'espace sous le cap pour arriver à ce que Carey Price soit sur l'équipe, en fait, sur papier, on s'entend. Oui. Donc, soit sur l'équipe au moment où la saison va commencer, donc le premier match va commencer, puis par la suite, on va le libérer sur le LTIR pour le restant de la saison, tout simplement. Donc, pour ça, il y a évidemment d'autres restrictions que le cap salarial. Entre autres, le nombre de joueurs maximum pour un match. Pour un match, c'est 20 joueurs. Ben, 20 joueurs et gardiens inclus. Donc, on parle de 2 gardiens habituellement, plus soit, disons, 7 attaquants, 7 défenseurs. Donc, il va y avoir en fait la possibilité d'ajouter, disons, 18 joueurs plus les 2 gardiens de but. Donc, c'est une combinaison que les gens peuvent faire. Par contre, au niveau du cap, ce qui va compter, c'est les 23 joueurs dans l'équipe au moment du match. C'est-à-dire, du match ou des matchs, des journées sans match. Là. Donc, le cap est calculé en fonction des 23 joueurs présents à ce moment-là. De temps en temps, on va voir des joueurs monter, descendre pour jouer avec le cap, tout simplement parce que tu as besoin d'avoir 23 joueurs. Donc, si on monte quelqu'un, il faut descendre quelqu'un d'autre. Puis là, ça permet à ce moment-là de bouger un peu la masse salariale de cette journée-là et donc d'attraper des petits dollars à gauche, à droite pour au final donner de l'espace vers la fin de l'année pour potentiellement aller chercher d'autres joueurs si on fait les séries ou se libérer des joueurs et rester au-dessus du cap salarial, tout simplement. Ouais. C'est aussi ce qui a créé problème là, pour certaines équipes il y a quelques années, si je pense aux Kings de Los Angeles, là, parce que j'aime bien les suivre quand même. Il y avait quand même plusieurs joueurs blessés, puis ils ont été obligés de faire une partie. Au lieu d'avoir le 20 joueurs max, il n'y en avait que 18, je pense, parce qu'ils n'étaient pas en mesure de monter certains joueurs à raison de clause de cap salarial. Ils étaient trop à côté, dans le fond. Donc, ça peut causer des problèmes comme ça. C'était-tu l'année passée ou l'autre d'avant? Bref, je me souviens plus trop, mais je sais que ça leur est arrivé à quelques reprises, les Kings, à cause d'une situation un peu complexe. L'année passée, c'est les Rangers, je ne me trompe pas, qui ont joué à moins de joueurs pour libérer de la place, pour aller chercher Kane. Finalement, ça a fonctionné. Donc, sauf que, est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est moral? Ça fait partie de la game, donc c'est les chiffres. L'autre chose, finalement, au niveau des contrats, un maximum de 50 contrats par année. Ça inclut les contrats Ligue nationale et Ligue américaine, ainsi que les contrats juste Ligue américaine ou les contrats tout simplement des joueurs prospects, exemple Ryan Backer, entre autres, qui a un contrat en ce moment. Lui, il compte parmi les 50 joueurs avec un contrat. La seule chose qui est en fait un avantage, on parlait la semaine passée des problématiques avec les joueurs de la Ligue canadienne qui sont désavantagés. Le seul avantage au niveau de ces contrats-là, c'est que les joueurs de 19 et de 18 ans qui sont signés et qui jouent dans la Ligue canadienne ne comptent pas sur les 50 joueurs avec un contrat. Ce qui est un très bon point. Donc, on peut avoir 4-5 joueurs de la Ligue canadienne qui sont sous contrat, mais qui ne comptent pas au niveau des 50 contrats. Donc, ça peut être intéressant pour certaines équipes d'acquérir ces joueurs-là. C'est surtout quand tu as besoin d'avoir 2-3 joueurs qui vont remplir des chandails, si on peut utiliser l'expression, là, pour commencer la saison, jouer sur des 3-4e lignes, être ton 7e défenseur, être ton 13e attaquant. Tu peux aller chercher des petits contrats d'1 an ou 2 au lieu de faire jouer un jeune joueur dans ton alignement. C'est toujours exact. Ça libère ces contrats-là, en fait. Donc,
c'est notre petite introduction au niveau du cap salarial. Évidemment, il y a plein d'autres choses là, qui existent et qui pourraient en fait augmenter, descendre le niveau du cap. On s'en reparlera peut-être une autre fois, là, donc quand on fera un résumé peut-être plus complet. Mais pour nous, c'est ce qui nous amène à pourquoi on a choisi ces joueurs dans notre liste au niveau des contrats. Bien, évidemment qu'un contrat peut être intéressant parce que le joueur est signé à un très bas, mais ce n'est pas parce qu'il est très bas qu'il est nécessairement c'est un contrat idéal. Mais si on regarde, disons, celui là, au niveau de l'association de l'Ouest qui fait pas mal l'unanimité entre nous deux, c'est Leon Draisaitl. Oui. Contrat de 2 ans, 8,5 millions, si tu peux nous en parler. Écoute, je veux dire, au niveau rentabilité de points, en termes de production, en termes d'apport à l'équipe ou en termes de leadership, en tout cas, on pourrait mettre plusieurs plus à ce contrat-là, à ce joueur-là, je veux dire. Mais 8,5 millions pour tout ce qu'il accomplit dans une équipe, pour tout ce qu'il apporte. Dans le fond, tu sais, si c'est pas de lui à côté de McDavid, je pense que le travail est beaucoup plus difficile à Edmonton. Donc. C'est un one-two punch très intéressant, mettons. Ah, vraiment, là, vraiment. Puis ça va être difficile dans 2 ans de voir s'ils sont obligés de s'en départir. Qu'est-ce que va avoir là les Oilers d'Edmonton sans Leon Draisaitl? Ça va être. En tout cas, ça va. Il a été signé ce contrat-là en 2017, donc 2016 pour 2017. Ça a commencé en 2017-2018, puis il vient à échéance là, très bientôt, là, donc 2024-2025, c'est la dernière année. Donc, probablement que l'année prochaine, les discussions vont commencer avec Leon, un peu comme en ce moment, là, Matthews avec Toronto a des discussions probables là, pour au niveau du cap et tout ça, parce que malheureusement, il faut travailler avec ça. Le cap va quand même augmenter. On prévoit autour de 4 millions pour l'année prochaine. Donc, on peut peut-être penser qu'il va avoir 5-6 millions de plus là, quand va venir le temps de renégocier son contrat, mais ça va être difficile avec les Oilers. Là. Oh, oui, clairement, la situation ne s'améliore pas nécessairement de leur côté pour ce qui est de la masse salariale. Cependant, ils ont quand même un autre contrat qu'on va parler tantôt qui est très avantageux, lui, quand même pour plusieurs années. Donc, ça va être intéressant de voir justement s'ils sont capables de garder Leon là-dedans. En tout cas, quand même une belle équipe qu'ils ont à Edmonton, s'ils sont capables de garder le noyau. Ça va être intéressant. Ben, on peut s'en parler tout de suite, justement. On parle de Ryan Nugent-Hopkins. Oui. Écoute, 100 points l'an dernier. À ce montant-là, 5 points, 125, 6 ans. C'est fou. Ça n'a pas de sens. On s'entend que probablement que sa production offensive serait loin de ça s'il ne jouait pas en power play avec justement Connor McDavid et Leon Draisaitl. Cependant, quand même un jeune joueur de centre qu'on a souvent vu dans les rumeurs de transactions. Souvent avec le Canadien aussi dans les années passées. Ouais. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien, je pense, comme deuxième centre. Là, je pense que ça peut être vraiment un joueur très, très. C'est un playmaker. Hein, donc, lui, il feed la rondelle. Donc, je pense que ça pourrait fitter dans le cadre du Canadien. Oui, probablement un des meilleurs deuxième centres de la Ligue nationale. Et à ce prix-là, certainement un des meilleurs contrats de deuxième centre de toute la Ligue nationale. Pour longtemps. On n'en a pas beaucoup dans notre liste, là, mais celui-là, c'est 6 ans. Là, on s'entend que ça va loin. Là. Oui, toute une aubaine pour vrai. Voilà. Donc, 6 ans, ça nous porte en 2028, 2029, Ced, là, c'est ça. J'espère que le Canadien va être en train de au moins percer pour se rendre dans les séries. On pourrait aller chercher un joueur comme ça. On ne sait jamais. Dans les dernières années, oui. Ouais. Prochain joueur sur la liste, un joueur de Winnipeg, Kyle Connor. 3 ans encore, avec un bon montant quand même, mais sa production est énorme. Winnipeg, c'est lui qui, je pense, était le premier. Hein? Oui, ben, depuis quelques années, c'est lui qui a pris les leads pas mal de l'offensive de cette équipe-là, au niveau des buts surtout. L'an passé, plus produit en termes de passes qu'en termes de buts, mais quand même atteint 40 buts à 2 reprises dans les 3 dernières années. C'est quand même quelque chose de significatif, on s'entend. Ouais. Donc, Kyle Connor, oui, puis tu sais, power forward, s'implique, vraiment impliqué physiquement dans le jeu, fait un peu n'importe quoi sur la glace. Je pense que c'est un gars super sous-estimé, justement parce qu'on ne le voit pas jouer souvent au niveau du Canadien de Montréal, au niveau de l'Est. Donc, puis tu sais, Winnipeg, on n'arrête pas de se dire que c'est une équipe un peu moribond. Là. En plus que la ville est un peu dans le même mood. Donc, on dirait que ça part un peu avec des négatifs. Là.
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, vu on les écoute jamais, tu sais, c'est comme dans l'Ouest, c'est qui qu'on écoute? On écoutait un peu Calgary, mais c'était principalement les Oilers. Donc, Kyle Connor passe vraiment sous le radar. Moi, à chaque année, je le prends dans mon pool. Là, c'était peut-être pas une bonne idée d'en parler, là, mais Ouais. à chaque année, je le mets dans mon pool. Puis, il nous donne beaucoup de points. Donc, c'est toujours un hit là, de mon côté. Là. Mhm. C'est drôle parce que sa shape, t'as pas l'impression que c'est vraiment un power forward, mais il joue comme un power forward. Il joue Vraiment. comme un Anderson avec beaucoup plus de talent offensif, on va se le dire. Là. Puis c'est Mhm. pas pour rien qu'il est à ce prix-là, justement. Exact. Puis encore là, à ce prix-là, dans les situations contractuelles, en général, dans la Ligue nationale présentement, c'est un aubaine. 7,1 Ouais, millions, contrairement à. Il produit à peu près autant que des gars à 10 millions. Donc, exact. Tout à fait. Prochain que j'ai choisi de Nashville, UC mhm. Saros. Tout simplement parce que c'est le gardien, d'après moi, le moins bien payé pour ce qu'il apporte à son équipe. On Ouais, pourrait je pense que facilement le considérer. C'est un peu grâce à lui là, que Nashville est quand même capable de flotter puis d'aller à chaque année proche de se rendre en série. Là. vraiment, puis de faire autant de moves audacieux, si je peux dire, au niveau contractuel et échange depuis 2-3 Ouais. ans. Ça de partir Mhm. d'un gars comme Arvidsson, ça de partir de laisser aller Duchesne, vraiment se débarrasser du contrat de Johansson, aller chercher Exact. O'Reilly, d'un peu. Peut bouger Tyler un petit peu. Janot, Tyler Janot échangé. Ils ont vraiment modifié beaucoup le visage de leur équipe. Mm. Puis je pense que c'est en partie à cause des succès de Uze Saros qui essaie de faire des gestes comme ça. On ne l'attendait pas nécessairement au départ là, comme un gardien, mais ça restait un gardien avec un très fort potentiel. Puis à 5 millions, c'est très abordable. Ça fait déjà 2 ans qu'il est à 5 millions, donc c'est un contrat de 4 ans qui Mhm. avait été octroyé à Saros. Là, on peut penser que Askarov s'en vient aussi. Donc, c'est un one-two punch des Oui. gardiens qui va être extrêmement bien. Est-ce que Askarov va prendre la place, puis à ce moment-là, Nashville pourrait tout simplement laisser aller Saros dans sa dernière année de contrat, ou est-ce qu'il pourrait re-signer encore pour un plus petit montant, sachant qu'il y a encore en arrière là, un gardien qui peut le pousser puis qu'il Mhm. pourrait prendre sa place? Moi, j'ai l'impression que Saros, ça va être 2 ans parti, mais on ne sait jamais. Puis, Ça va dépendre des besoins là-bas et ouais. de est-ce qu'il va accepter de jouer un rôle à deux violons. Saros, c'est quand même un petit gardien de but. Hein. C'est une des raisons Oui, pourquoi on ne l'attendait pas. exact. Les petits 5 et gardiens ont 11. pas. Les petits gardiens n'ont pas nécessairement la cote dans la LNH pour le nombre de parties jouées, quoique Saros Mm. fait mentir un peu cette statistique-là depuis quelques années. Donc, C'est vrai. ça va être une belle situation contractuelle à avoir dans les prochaines années, en effet. Ouais. Puis ici, on passe au Vegas, donc au Golden Knights de Vegas, chez Theodore. Oui. Tout simplement, il reste juste 2 ans. Là. Mais littéralement un vol, selon moi, 5,2 millions. Tout ce qu'il C'est fait sur la patinoire, écoute, honnêtement, les Ducks d'Anaheim, avec le noyau de jeunes qu'ils ont présentement, ils doivent s'en vouloir d'avoir laissé partir un gars comme ça, qui aurait pu être leur leader, leur jeune ah oui. leader de toute cette brigade défensive-là, très jeune avec Drisdale là-bas. Donc, ça aurait pu être très impressionnant de voir lui devenir le corps arrière de cette équipe-là. Mais bon, Ouais. les choix sont faits. Ben, c'est un gardien qui, pas un gardien, c'est un défenseur qui est de premier plan. Donc, on s'entend que un peu à la Shea Weber, si on veut, ils ont le même prénom en Mhm, plus, c'est drôle. C'est un peu un gardien, un défenseur qu'on va éviter de passer de son côté là, le plus vraiment. possible. Puis à ce moment-là, ben, après ça, même à l'attaque, dans ce cas-ci, c'est un défenseur qui apporte l'attaque continuellement, puis qui permet, grâce à son contrat, d'avoir été chercher Eichel. C'est le genre de contrat Oui. qui laisse assez d'espace. C'est toujours ça qu'on répète, les bonnes équipes ont des bons joueurs avec Mhm. des contrats abordables. Dans ce cas-ci, En fait, c'est ce qui leur a permis de faire partie du gros échange de Mark Stone, qui oui, il leur a permis de faire partie de la course au contrat à Pietrangelo, qui leur a permis de faire la course dans le contrat d'Eichel aussi. Tu sais, c'est ça. Quand tu as des bons joueurs avec des bons contrats comme ça te permet d'avoir un noyau plus fort de joueurs voilà. dominants, puis de gagner des Coupes Stanley. Ouais. Puis parlant d'un joueur extrêmement bon à l'attaque et qui coûte des peanuts, Pavelski, Ouais, avec les Stars. Joe Pavelski qui a toujours été un de mes préférés. Ah oui, On peut ne pas toujours apprécier les joueurs américains à leur juste valeur aussi. Dans l'histoire de la Ligue nationale, il n'y a pas tant de leaders qui sont
des Américains. Ouais. Il y a des excellents joueurs de hockey, mais des bons capitaines américains, il n'y en a pas eu tant que ça. Non. On peut parler de Modano, on peut parler de. Il y en a quelques-uns là, qui se sont Mark vraiment Messier, illustrés. il a été capitaine pas longtemps. Oui. Ouais. On peut parler d'un bon leader aussi là, à ce Ouais. niveau-là, on s'entend. Mais Pavelski, même s'il n'a jamais vraiment eu de C sur son chandail, je pense, peut-être même pas avec sa nausée, si je me souviens bien. Mais Temporaire. clairement, ce joueur-là est important, très important dans le vestiaire dans le vestiaire des Stars de Dallas Stars. présentement. Ouais. Même si c'est Jamie Benn qui le sait sur son chandail, je pense que Pavelski fait beaucoup du travail. D'ailleurs, quand Jamie Benn a été suspendu, clairement, je pense que Pavelski a fourni, a stabilisé beaucoup ce vestiaire-là. Oui, clairement. Donc, 3,5 millions pour un an. Oui, c'est un joueur qui est vieux. Là, ça me fait beaucoup penser à Patrice Bergeron, dans le fond. Donc, ouais. on ne parle pas des mêmes qualités de joueurs, là, mais au niveau de l'apport à son équipe, à 3,5 millions pour une année de plus à l'âge qu'il a, c'est merveilleux. Puis ce qui est le fun avec Joe Pavelski, c'est qu'il est bien entouré aussi, donc il n'a pas besoin de faire comme il faisait quand il était plus jeune, de revenir tout le temps. Bon, ils vont le faire, là, c'est un excellent joueur two-way, mais ça reste que il peut se concentrer à plus rester devant le filet, dévier des pucks, parce que c'est ça qui est meilleur à faire. C'est le meilleur de sa la Ligue tasse de thé, en nationale. effet. Exact. Puis là, ça peut lui permettre de faire un peu plus ça en sachant qu'il y a des Robertson, qu'il y a des Johnston, qu'il y a des joueurs comme ça qui sont là, puis qui poussent, puis qui sont... Rope Ince avec lui aussi. Ben oui, puis t'as encore Tyler Seguin, puis t'as encore Jamie Benn qui sont là aussi. Hein? Voilà. Donc, ça reste qu'il est quand même très bien entouré. Donc, 39 ans, peut-être sa dernière, peut-être pas. Donc, il y a encore du jus, là, je pense, pour 2-3 ans. Maintenant, c'est plus la motivation. Est-ce qu'il va vouloir le faire? Là, je pense que ça va être un cas d'année après année pour lui. Là. Surtout qu'il voit que depuis les 3 dernières années, même Dallas, ils réussissent à faire un bon bout de chemin. Oui, donc, c'est probablement un peu plus tentant de continuer. Ils sont encore cette année, c'était une des équipes favoris. Dans certains sites web, c'est même l'équipe favorite pour se rendre à la finale de la Coupe. Mais avec raison quand même, là, avec l'alignement qu'ils ont. Belle profondeur. Puis, parlant de profondeur, on a, excusez-moi, Jason Robertson. Donc, Jason Robertson, c'est un grand joueur. C'est un joueur jeune, déjà avec son contrat de... C'était un contrat pont qu'il a obtenu, puis un contrat pont à 7,75. On ne voit pas ça souvent. Mais je pense que c'est un joueur qui va facilement pouvoir aller chercher les 10 millions là, bientôt là, avec ça. Mais en plus, le cap qui va monter. Là. Mais Robertson, c'est le joueur d'avenir de cette équipe-là, donc des Stars de Dallas. Avec tellement une grosse performance l'an passé au niveau des points, justement. C'est sensationnel de voir aller ces deux jeunes-là ensemble, Robertson, Ince. C'est vraiment sensationnel ce qu'ils arrivent à faire. Puis, il faut juste que ça continue comme ça pour lui. Donc, c'est sûr qu'avec ce qu'on a vu l'année passée, c'est un des contrats les plus avantageux en termes de points par million. Là, on peut dire ça comme ça. Oui, exact. Disons qu'il n'y avait pas trop de débat entre nous deux à savoir s'il va faire partie de la liste. Là. Si vous avez un pool et que vous êtes 2 ou 3e ou 4e, moi, je le prendrais même Robertson avant McKinnon pour une saison régulière, tout simplement. Présentement, oui. McKinnon a toujours de la difficulté à lancer sa saison, puis c'est toujours long avant qu'il fasse des points. Des fois, il est blessé, donc c'est vraiment plus en série qu'il devient vraiment au sommet de sa forme. Robertson, lui, tout au courant de l'année, dès le début, il fait des jeux à l'emporte-pièce, il fait des tic-tac-toe avec ses partenaires de trio. C'est une machine, tout simplement. Puis même, c'est plus en série que ça a été un petit peu plus lent pour une certaine passe. Il y a quand même une belle production, là, mais il y a eu au moins 4-5 matchs que ça a été plus difficile. Très laborieux pour lui. Mais c'est ça, exact. Il manque de constance à ce niveau-là en playoff, mais au niveau de la saison, là, tout feu, tout flanc. Il n'y a même pas 25 ans, là. Il y a 24 ans en ce moment. C'est fou. Un autre joueur très jeune, Clayton Keller avec les Coyotes. En tout cas, pour l'instant, avec les Coyotes, est-ce qu'il devrait rester? Ça a bougonné un petit peu là, de son côté, je pense. Mais écoute, avec Cooley qui arrive finalement, avec peut-être qu'il va décider de changer son fusil d'épaule. Je pense pas que ça soit plate de jouer pour Tourigny non plus. Je pense que ça doit finir par peser dans la balance. Il a l'air d'avoir une belle ambiance dans son vestiaire malgré
malgré les malgrés, si je peux dire ça, en Arizona, là, ça va tellement mal avec les négociations pour Moi, je l'aréna comprends. et tout. Je comprends même pas qu'est-ce qu'ils font encore là. Mhm. Personnellement, ça fait longtemps que je les aurais bougés de là. En fait, la seule raison, c'est le contrat de télé là, qu'il y a là-bas, qui était Probablement, extrêmement oui. intéressant. Donc, il peut avoir 0 personne dans l'aréna, puis il faisait de l'argent. Exact. La NHL faisait de l'argent, pas l'équipe en tant que telle, là. Oui, c'est ça. Parce qu'évidemment, il y a la péréquation, entre parenthèses, là. Donc, l'argent est Mhm. redistribué pour les équipes qui ne font pas assez d'argent, dont les Coyotes. Mais c'est vrai, tu apportes un bon point. Tourigny, c'est vraiment bon coach. Et Mais étonnamment, en je pense qu'il y a plus, plusieurs joueurs qui apprécient jouer pour lui. oui, oui, oui. Puis c'est pas pour rien qu'il a été choisi pour représenter le Canada cet été là, Mhm. aux Jeux mondiaux. Là. Donc, qui ont gagné d'ailleurs. Là. Puis Clayton Keller, à part ça, tu sais, c'est un joueur de 25 ans. Il est assez petit. Tu sais, c'est un gaucher, 5 pieds 10. Il fait juste 7,14 millions. Puis regardez-le jouer, vous allez comprendre pourquoi il fait ce montant-là. Il reste pas, il reste quand même un bon nombre de temps avant que ça soit à renégocier. Là. Mais toi, tu penses-tu que ça vaut 7,14? Est-ce que tu le mettrais beaucoup plus haut Ah avec ben une oui, renégociation? écoute, je pense avec les productions qu'il y a dans les dernières années, c'est sûr que faut qu'il faut qu'il continue de performer de cette façon-là. Encore 4 ans, là, on s'entend. Oui. Mais pour l'instant, à 7,1 millions, je pense que c'est. Vous allez voir que je pense qu'on a quand même pas mal de contrats dans ces eaux-là. Mhm. Parce que 7,1 millions à l'ère de la Ligue nationale d'aujourd'hui, quand les joueurs qui te font des 100 points puis des 1 point par match coûtent pas loin de 10 millions. Ouais, c'est Quand ça. tu arrives à faire un point ou pas loin d'un point par match, puis tu coûtes Ouais, 7,14 millions, tu es un il aubaine l'a fait. automatique. Là. C'est ça. Mais il l'a fait l'année passée, il est à 86 points. Il n'y a pas 40 buts, il y a plus de passes que de buts. C'est sûr que c'est une équipe qui est assez ordinaire. Là. Donc, il Mhm. joue un peu tout seul. Ganter, il n'est pas encore arrivé, il devrait arriver cette année. Puis là, on le coulé, comme tu as parlé. Donc, potentiellement, un joueur de 100 points, effectivement, éventuellement. C'est Fait que ça. s'il arrive à 100 points d'ici 2 ans, là, c'est les 2 dernières années de son contrat, ça va être encore une fois un vol. Mhm. Mais tu sais, à 1 point par match, là, quand tu regardes ça, grosso modo, je pense que à 1 point par match C'est bien. dans les autres 7 millions, tu es quand même une aubaine. Là. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on parle d'un point par match, on pense à Elias Pettersson. Exact. Il reste juste 1 an pour lui, par exemple. Ouais, ben encore là, lui aussi, il a eu un contre-pont, hein, des drôles de saison, beaucoup de blessures de son côté. Ouais. Énormément de talent, je pense. Depuis qu'il a été repêché, on le sait qu'il y a énormément de talent. Ouais. Mais c'est ça, toujours un peu compliqué pour lui au niveau de la santé. Donc, oui, dernière année de son contrat, les situations à Vancouver ne sont pas faciles depuis 2-3 ans. Justement, ils donnent des contrats à des joueurs qui méritent peut-être pas autant ou de la misère avec l'attitude de certains autres. Et, en tout cas, Ouais. c'est vraiment pas une situation évidente. Même avec le coach, là, un manque de classe totale l'année passée. En tout cas, drôle de situation là-bas. Ouais. Puis, c'est clairement lui qui va être le noyau de cette équipe-là, avec Quinn Hughes à la défense, dans le fond. S'il Donc, reste. oui, c'est ça. Si on réussit à les signer et à les garder à long terme, ça devrait être ces deux gars-là le noyau de cette équipe-là. Est-ce que c'est le bon leadership? Probablement pas, par contre. Ouais. Est-ce que c'est un bon gars pour faire partie de ton noyau de leader? Potentiellement pas, de ce qu'on a vu dans les dernières années. Sauf que les points, les performances Le talent. offensives, exact, là, à 7,35 millions, encore là, c'est un aubaine. Il y a pas. J'ai entendu des rumeurs qu'il ne voulait pas signer à long terme le prochain. Donc, il Ouais. voudrait signer un contrat à la Matthews, un 4-5 ans Mhm. maximum. Est-ce qu'à ce moment-là, il ferait négocier un haut salaire au départ pour avoir évidemment moins de salaire vers la fin pour être plus facilement échangeable s'il y a besoin? Moi, j'ai Mhm. l'impression que ça va être le genre de joueur qui va demander une clause de non-mouvement là, à 10, 15 équipes peut-être. Là. Ouais. Parce que c'est un joueur tellement talentueux, il peut se le permettre. Là. L'année passée, 102 points, tout près de 40 buts, là, 39 buts. Mhm. Mais comme tu dis, honnêtement, je ne suis pas sûr que c'est le joueur qui est le plus volubile dans la chambre, mais c'est sûr qu'avec son talent, il peut quand même là, s'en sortir très bien. Là. Ouais, vraiment. Ouais, c'est un excellent joueur. C'est juste que si tu es capable de l'entourer de 2-3 leaders, je pense que c'est là qu'il va Ouais, prendre son envol. exact. Ce serait ça à aller chercher en fait pour Vancouver. Là. Je ne sais pas comment ils vont Mhm. faire parce que ils se sont débarrassés de Bo Horvat qui devait potentiellement pas être le joueur qu'ils veulent avoir comme Mhm. à ce Comme niveau-là, les. Exact. comme leader. Quinn Hughes, son compatriote Mhm. canadien, américain, excuse-moi.
Très beau contrat, par contre, lui aussi. Hein? C'est quelque chose, hein? 4 ans en plus, lui, c'est ça qui est intéressant dans son cas. Là. Donc, il y en a pour un petit bout avant de devoir renégocier, mais en fait, je pense que c'est vraiment à cause de sa grandeur là, qui fait en sorte qu'il y a eu de la difficulté à pas nécessairement s'établir au niveau des points, mais à s'établir comme étant une force dans la Ligue nationale. Mais quand on regarde, là, sa première année, 53 points, 68 matchs. Deuxième année, un petit down, comme toujours. Ouais, mais Comme toujours. Vancouver a eu un down cette année-là aussi, je pense. Cette année-là aussi, en 2020-2021. Après ça, l'année suivante, 76 matchs. Pas encore fait 82 matchs, là, on s'entend, mais 76 matchs, 68 points, donc tout Ouais, près d'un point par match. très Et intéressant. l'année passée, 78 matchs de jouer, 76 points. Ouais. Donc, il est rendu à un point par match. Ouais. C'est tout un défenseur. Là. Beaucoup plus de passes que de buts, mais Ce qui c'est est un peu ça qu'on normal veut. pour un défenseur habituellement. Là. Exact. Donc, à Oui. 7,85, je pense que c'est unanime, là, on ne s'ostinera pas. Ouais, C'est le joueur. tout un aubaine aussi. Maintenant, si on passe à l'association de l'Est, je vais commencer avec ton joueur que tu as choisi, Sidney Crosby. Ouais, c'est Nick Crosby qui sort d'un contrat, écoute, faramineux de 12 ans, 104,4 millions. un des derniers contrats de l'ère post, voyons, pré-cap salarial, voyons, Après, ouais, le des contrats maximum 8 ans. stables de Là. 8 ans, dans le Ouais, fond, exact, ou de 7 ans sur les UFA. ouais. Donc, 12 ans, 8,7 millions. Je pense que ça va nous amener aussi à parler vite des contrats à long terme, hein, des contrats à long terme dans la Ligue Ouais. nationale qui, au début, ne semblent pas être si avantageux et qui, au bout de 3, 4, 5 ans, quand on arrive dans les 2, 3 dernières années du contrat, on fait comme, voyons donc, ça n'a pas de sens, Ouais. comment il est payé pas cher ce joueur-là. Donc, un peu l'inflation naturelle des contrats aussi. Là. Ouais, tout à fait. Mais tu as raison, là, 87 millions, 8,7 millions, ça reste un contrat extrêmement avantageux pour les Pingouins. Malgré qu'ils ont un peu de difficulté avec le cap en ce moment, puis qu'ils sont à jouer pour aller chercher des forces, là, à cause évidemment des autres joueurs avec eux, mais 8,7, son numéro. Donc, déjà, quand il avait signé son contrat au départ, parce que 12 ans, 104 millions, mais à 8,7, c'était pour faire un clin d'œil. Puis c'était pas le contrat le plus lucratif, même dans le temps. Déjà à l'époque, oui. Donc, il y avait quand même c'était quand même une bonne offre là, qu'il avait eue, mais c'est pas nécessairement le plus haut. Là, puis donc, je pense qu'il avait pris comme une petite pay cut, là, comment on dit ça en français? Ouais, mais tu sais, le Une coupe. no move clause pour 12 ans aussi, là, tu sais, dans le Ouais, fond, oui. vous me C'est ce qu'il a signez puis déjà je dit. bouge pas d'ici, tu sais, je veux dire, ça C'est a mon un équipe. prix. C'est ça, ça a un prix aussi, je pense, ça. Puis Ouais. ça faisait partie de ce deal-là. Là. Ça fait bien du sens, je n'y avais pas pensé. Bien. Ouais, puis Fait que Crosby, c'est vraiment un total no move, là, tu sais, fait que c'est ça, là. ben, Sauf s'il décide de. c'est un joueur générationnel comme lui, c'est difficile de dire non. Là. Exact. Ouais, Si on avait un joueur comme ça à Montréal, là, surtout quand il négocie de façon fair play en plus, admettons, c'est ça. ouais, exact. Donc, suite à ça, moi, j'y vais avec un joueur qui a impressionné dans les 2 dernières années, mais qui est sorti quand même de nulle part. Oui. Mais ça lui a donné quand même une belle valeur au niveau du contrat. 7,14 millions, mais pour 7 ans encore. Donc, quand on parle des contrats long terme, dans ce cas-ci, Tage Thompson, il n'a pas volé son contrat, là, parce que Vraiment pas. ça a été long avant qu'il développe, mais Colin, Thompson, si je regarde, vite, as-tu les stats de v'là 3 ans versus cette année? C'est Non, comme ben oui, non, c'est vrai que ces statistiques ils ont monté de façon décuplée, là, mais c'est surtout de aucun sens. préciser qu'il sort d'un contrat qui coûte des pinottes, là, dans le fond, là, de 1,4 Ouais. million. Là. C'est ça aussi. Là. Il sort d'une Ouais. saison où il a produit 100 points pratiquement c'est ça, là, avec un contrat d'1,4 million. Ouf! Ça avait aucun sens. Fait que là, s'il peut continuer, en tout cas, à driver l'équipe comme joueur d'impact, en fait, avec les Sabres, je pense que ça serait peut-être pas cette année, mais l'année prochaine ou l'année suivante, ça devrait être un des joueurs clés pour les amener en série. Puis à Vraiment, oui. 7,14 millions, ben, ça aide la masse salariale pour les joueurs, les jeunes qui s'en viennent et potentiellement aller chercher d'autres joueurs comme Patrick Kane. Dans les rumeurs, on entend parler. Donc, ça pourrait être intéressant, justement, avec l'espace qui leur reste là, grâce à des signatures comme ceux-là.
Ouais. Regarde la croissance vite, vite, là, c'est 14 en 38, 68 en 78, 94 en 78, dans les 3 dernières années. Fait que quand même, Ouais, ça monte vite, hein? quand même assez impressionnant. C'est drôle. J'aimerais tellement ça voir Suzuki faire ça. Je pense que tu serais Ça- pas le seul, Seb. Ah, imagine. Puis peut-être que le monde n'arrêterait de chialer sur le contrat de 7,9 millions, là, 7,875. Ah oui, oui, je pense que là, à ce moment-là, ça commencerait. Mais c'est ça, tu sais, le point que je faisais avec Crosby est un peu là. Je pense que dans les Ouais. 2-3 dernières années de son contrat, on va faire wow. Je veux dire, on va tellement être content. Puis ça va être le moment où l'équipe devrait être à son apogée. Donc, Ouais, c'est sûr. Si on regarde au niveau des Rangers, tu as choisi un gardien de but. oui. Qui est probablement, écoute, à regarder, à regarder les buts, quand on le voit, je pense que c'est clairement le meilleur en ce moment. Là, c'est le plus fun à regarder, le plus impressionnant. Vasilevski est encore un bon gardien de but dans la Ligue nationale, mais Shesterkin est en train vraiment de s'imposer, je pense, comme étant un des, non le plus solide en ce moment de la Ligue. Ça vieillit vite un gardien, hein, aussi. C'est Mais souvent. c'est une question de passe, surtout des dernières années, je pense. Le style des gardiens de but a tellement évolué avec le style papillon. J'en suis un gardien de but, là, on Ouais. va en profiter pour le mentionner. Là. Mais le style a tellement évolué dans les années 90-2000 au style papillon, le travail des hanches, des genoux, ce qu'on demande aux quads, aux hanches, aux genoux est tellement difficile pour les gardiens de but que à la seconde que tu as une blessure comme Carey Price qui a eu une blessure au genou, c'est extrêmement difficile d'en revenir et de revenir aussi performant que tu peux l'avoir été dans le passé. Et c'est ce qui fait en sorte aussi que je pense qu'on est de plus en plus conscient qu'on ne peut pas demander de jouer à full pin comme ça à des gars qui sont. Oui, c'est des gars qui sont entraînés pour être des machines physiques, mais c'est aussi des trucs un peu surnaturels au niveau physique qu'on leur demande de faire avec le voyagement, avec le pas de sommeil, avec s'occuper des enfants à la maison. C'est quelque chose qu'on oublie parce qu'ils gagnent 5,6, 8 millions, 10 millions, 12 millions. Mais c'est aussi des choses qui font en sorte que ces gars-là, à un moment donné, il y en a plusieurs qui ne sont pas capables de maintenir la performance. C'est sûr que dans les dernières années, là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, j'ai comme l'impression qu'ils vont avoir plus de réticence à signer un gardien à 10 millions, tout simplement parce que on regarde des équipes comme Vegas qui, eux, ont roulé avec 3 gardiens de but. On regarde avec des équipes comme le Canadien l'année passée qui ont eu 2 gardiens qui ont joué en termes de nombre de matchs, un nombre de matchs similaire. J'ai l'impression que la nouvelle tendance, ça va être d'avoir des gardiens de but, des tandems de gardiens de but. Oui. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, s'il faut signer deux gardiens de but à plus que 4 millions, ben, tu ne peux pas te permettre de tout donner au premier, puis le deuxième, c'est 1 million. Là. Ça ne fonctionnera pas. Donc, on va avoir peut-être la même masse salariale ou similaire en termes de l'espace qu'on donne sur le cap pour le poste de gardien de but, mais ça va être réparti sur 2 gardiens au lieu de 1 gardien. Puis les vedettes devraient aller chercher quelque chose comme 7-8 millions à peu près. Ouais, Parce que c'est eux qui vont avoir le statut de garder les matchs importants, dans le fond. Tu sais. Oui, Puis d'être en série et tout ça. Là. Exact. Et il va avoir une poignée. Je pense que les gardiens vraiment dominants, on est à peu près 10 dans la Ligue nationale, là, sur 32 équipes. Tu sais. Il y en a pas assez. C'est ça, là, des 10 à 15, je dirais, là, que tu peux dire que c'est vraiment eux qui ont les rênes de leur équipe. Le reste, c'est tout des échanges. Puis encore là, il y a tellement de blessures à ce rôle-là, justement, à cause de ce qu'on sollicite sur le corps humain dans ces positions-là. Donc. Non, je suis d'accord. Mais c'est sûr que là. Ça a l'air une petite aubaine pareil là, pour Shesterkin, qui est selon ça. moi pas loin d'être le meilleur là, présentement. 5,6. Quand on compare avec Vasilevski, quand on compare avec une coupe de 10 joueurs, équipes. de Bobrovski et autres, là, c'est ça. C'est tout un aubaine. Moi, j'ai l'impression que c'est fini là, ce temps-là. Là, puis on peut le voir avec les nouveaux contrats de gardiens qui s'en viennent puis qui se sont signés. Si on regarde Calgary, Markstrom, Wolf qui est en train de pousser pour devenir pour aller prendre sa place potentiellement. Si Markstrom reste ou s'ils viennent chercher un autre joueur, est-ce qu'ils vont donner tout de suite un 7-8 millions à Wolf? Probablement pas. Donc, ça permet justement d'avoir de la place. Là. C'est ça. Ensuite de ça, avec les Devils, j'ai choisi Jack Hughes. C'est seulement sa 2e année de son contrat, puis déjà, c'est une machine. Je ne pensais pas que Jack Hughes allait se développer aussi rapidement parce qu'il semblait montrer une courbe là, très lente. Très lente, oui.
puis de devenir peut-être plus performant passé 25 ans. Puis finalement, il m'a fait mentir, Jack Hughes, avec déjà une année là, au-dessus d'un point par match. Mm-hmm. Sa première année qu'il signe son Je pense, contrat de... je pense que le fait que les Devils aient voulu investir plus rapidement aussi Ouais, dans l'équipe parce qu'ils croyaient pouvoir arriver rapidement à ouais, c'est ça. une place en playoff, ça favorisait un peu ce développement-là. Ouais, OK. Puis d'avoir Nico Hischier avec lui, qui va prendre des minutes probablement un peu plus défensives, ça permet Mhm. encore à Jack Hughes offensivement de pouvoir. Fait que là, toi, tu penses la pression d'avoir signé un contrat comme celui-ci, mais aussi de la confiance que les Devils ont en lui, évidemment, en lui faisant signer, aurait donné de la confiance pour aller chercher peut-être son potentiel plus rapidement. Ouais. Mais je pense que c'est un tout, là, en ayant cherché les coupes d'années d'avant à Hamilton, dans le fond, à défense, qui étaient déjà un peu Ouais, plus vieux, un peu plus matures. Ils ouais. sont allés chercher beaucoup de joueurs plus près, un peu. Le Mhm. Timo Meier, le Toffoli qui embarque. Fait qu'année après année, on dirait qu'ils ont voulu comme toujours un peu step up. Ouais. Puis là, quand tu as cette confiance-là de ton équipe qui veut toujours te permettre d'aller de l'avant, mais je pense que c'est ça. Ça permet à un Jack Hughes de pouvoir être justement bien entouré, puis d'avoir des gars qui vont faire la job que lui est moins en mesure de faire, puis de Ouais, c'est pouvoir y ça. aller all-in offensivement, dans le fond. C'est exactement ce que je m'en allais dire. Je me disais, moi, ce que je vois, l'angle que je le prendrais plus, c'est il laisse Jack Hughes jouer son jeu, c'est-à-dire c'est Oui, un c'est jeu ça. offensif. Exact. Tu sais, si on prend le parallèle avec Caulfield ou même avec Suzuki, c'est pas des joueurs qui, en ce moment, en tout cas, nous montrent qu'ils vont être des machines défensives, là. Non, c'est C'est ça. des joueurs à l'attaque. Puis d'entourer ces joueurs-là comme il faut, de bien les payer, puis de leur dire, regarde, joue ta game, là. C'est ça Ta ton game rôle. dans ta game, là. Mhm. C'est ça. La game dans la game. Donc, joue cette game-là que tu es capable de jouer. Montre ce que tu es capable de faire. Regarde, tu es encore jeune. Là. Jack Hughes, il a 22 ans. Mhm. Là. Puis éventuellement, au fil du temps, là, on ira te parfaire dans les sphères que tu as un petit peu plus de difficultés sans Mhm. mettre de pression sur ces sphères-là, puis sans donner le coup de fouet là, à chaque fois qu'il manque un retour ou quoi que ce soit. Là. Ouais, non, rien ça. Tu m'as surpris avec ton choix pour la Floride. Ouais, ben écoute, là, quand j'ai vu quand j'ai vu le salaire là, de ce contrat-là, et surtout les Ouais. performances de ce joueur-là des 2 dernières saisons, en fait, là, et dans les séries éliminatoires aussi. Mhm. Je connaissais le défenseur personnellement, Brendan Montour. Je l'avais vu aller un peu, puis j'aimais bien l'avoir dans mes équipes à NHL parce que c'est un Ouais. droitier qui coûtait pas trop cher, sur ma deuxième paire, pouvait être efficace, c'est ci et ça. Mais Ouais. ce qu'il a produit, c'est bien plus qu'un quatrième défenseur là, à Ben là, oui. 3,5 millions. Là. Donc, 80 matchs, 73 points l'année passée. exact. Donc, tu sais, c'est les chiffres d'un défenseur élite là, de la LNH, Ouais. dans le fond. Mhm. Puis on parle d'un salaire de quatrième défenseur, quatrième, cinquième défenseur. Donc, c'est la Pourquoi? raison. Pourquoi? Parce que l'année précédente, 37 points en Oui, 81 matchs. exact, c'est C'est comme... ça. Là. Il était pas. Il a toujours eu un certain talent, là. Il a un bon lancer. C'est un gars qui a un Ouais. très bon lancer au filet. Donc, toujours eu un certain apport offensif, même quand il a joué pour Buffalo un peu avant. Puis je pense qu'à Anaheim, Ouais. qui s'est promené Anaheim, Buffalo, Anaheim. Anaheim, si je me souviens Exact. bien. Fait que, c'est toujours un profil quand même offensif, mais toujours un profil à coûter 200, à coûter 3 millions. Ouais. Toujours un Puis il y a profil à eu. coûter ça. C'est ça. Parce qu'il y a des années qui fait des moins 10, moins 13, moins Exact. 16 en termes de plus-moins. Là. Donc, Mhm. coûte plus à son équipe que ce qu'il rapporte, là, tout Mhm. simplement. Est-ce Donc, que c'est la blessure avec Blab, dans le fond, qui a fait en sorte que ouais. ça a donné comme tout le lousse à Brendan Mhm. Montour de pouvoir enfin, dans sa carrière, être le premier défenseur de l'équipe, ce qui n'a jamais arrivé dans le passé? Ben non, Est-ce qu'il exact. l'avait réellement mérité? Là? Regarde, c'est une autre question aussi. Mais des fois, les blessures vont favoriser quelqu'un. On peut penser à Petri. Là. Pourquoi Petri a eu Exact. autant de valeur? C'est grâce aux blessures de Weber. Sinon, je pense qu'il ne se serait jamais autant illustré. Donc, Effectivement. ça fait un peu partie de ça. Et c'est pourquoi j'ai décidé de le choisir. Ben moi, je vais te rajouter un gars là, à Floride, là, Matthew Tkachuk. Donc, moi, je pense pour ça qu'il a fait plein de points ton Vraiment, choix. oui, ça l'a aidé. Là, ça l'a aidé. On se mentira pas. Hein? Donc, il est juste en dessous de 10 millions par année. L'année passée, on se disait, waouh, ouais, tout un échange, ils l'ont Mhm. signé trop cher.
il ne fera jamais ça encore une fois. Puis finalement, hein, 2 années de suite avec des statistiques époustouflantes. Je C'est pense que surtout c'est déjà. Oui, vas-y. c'est surtout qu'on voyait partir Huberdeau, je pense. Oui, oui, exact. C'est ça dans notre tête qui ne fonctionnait pas. Là. Ben, c'est parce que nous, on le voit, c'est un Québécois, mais effectivement, avec la Floride, Huberdeau n'arrivait pas à step up sa game quand on arrivait dans la série, donc les moments importants. Puis Huberdeau-Barkov, ça marchait, mais ça ne marchait pas tant que ça en série. Là. Ouais. Puis c'était l'année passée, mais Tkachuk, puis Barkov, ouf, c'est quelque chose. Oui, vraiment. Puis, il y a des joueurs qui poussent aussi là, en Floride, là, des joueurs très sous-estimés qu'on pense moins souvent. On peut penser à Vincent Trocheck là, qui a été échangé parce que justement, il y en a tellement en dessous. Il y a Lundell, le jeune qui s'en vient. Comment il s'appelle l'autre? Là, j'ai de la Carter Verger. Je ne suis pas capable de dire son nom. Là. Tellement dur à prononcer. Mais là, c'est un jeune joueur. Là. On va finir par savoir son nom quand il va scorer un match. Mais lui ici, ça n'est qu'un contrat ultra avantageux pour l'instant, selon sa production. Fait que, dans le fond, c'est pas pour rien qu'offensivement, c'est une équipe qui est dévastatrice. Là. La Floride, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette situation-là. Des jeunes joueurs un peu méconnus, un peu sous-estimés, qui performent de façon phénoménale. Oui, puis si on regarde Tkachuk, moi, je pense qu'il a pris la place de Barkov. Solide. Barkov va pouvoir, parce que Barkov, c'est une force tranquille. C'est pas un joueur dans la chambre qui est reconnu comme étant un verbal, puis qui va parler à ses joueurs et tout ça. Lui, il joue sa game, puis il va à fond, et il va par l'exemple, un peu comme Bergeron, comme Suzuki, entre autres. Donc, c'est pas lui qui parle le plus, mais Tkachuk, lui, il prend la place. Puis là, c'est à voir comment ils vont entourer l'équipe, parce que je pense que pas n'importe qui peut jouer avec Tkachuk. Avec les frères Tkachuk, et ça déplace de l'air. Là. Fait que, là, c'est là qu'on va voir là, dans les prochaines années, quand Bobrovski, le salaire va s'enlever de 10 millions, quand les joueurs vont avoir pris un peu de maturité. Moi, j'ai hâte de voir là, cette équipe-là, comment ils vont pouvoir rebondir cette année, mais surtout dans les années futures. Là. Oui, vraiment. Ça n'a pas toujours été beau avec les Panthers, là, mais là, je pense qu'on peut finalement dire qu'ils ont un noyau. Oui, de quoi d'intéressant. Oui, vraiment. Les prochaines années, ça va être une équipe le fun à suivre. Oui. Parlant d'équipe, le fun à suivre, c'est pas pour tout le monde. Brad Marchand. Il reste juste 2 ans à son contrat. Oui, mais 625 millions, écoute, c'est la production qu'il y a eu dans les dernières années, c'est comme c'est un cadeau. Ben ouais. C'est un cadeau qu'il a fait aux Bruins. Puis pour ceux qui se demandaient comment ça se fait qu'il était aussi performant l'an dernier, les Bruins, ben c'est à cause d'un contrat de Bergeron à Despinat, à cause d'un contrat de Marchand à Despinat, à cause d'un contrat à Krejci à Despinat. À un moment donné... Ah non, écoute, c'est ça. Tu avais vraiment l'opportunité d'entourer ces gars-là de façon magistrale avec des Bertuzzi, avec des Hall, avec des... C'est ça. Avec Charlie Coyle aussi, qui est encore là. Charlie Coyle, qui est un joueur dans les deux sens exceptionnel. Là. Gros gabarit, puis c'est ça. Mais ça pour dire, j'ai voulu souligner simplement parce que c'est probablement lui le nouveau capitaine. Donc, des bonnes chances. Donc, l'apport leadership, l'image qu'il va donner à cette équipe-là, le travail acharné qu'il va essayer probablement de garder puis de continuer du côté de Bergeron. 6,20, c'est ça. C'est 625 millions, Brad Marchand, ça se peut pas. Là, non, c'est ça. Puis si on regarde, on va descendre les 3 prochains parce que c'est des bons joueurs, mais j'ai l'impression que les contrats sont un petit peu moins avantageux, si on veut. Si on regarde Ilya Sorokin qui vient de signer son nouveau contrat, il n'est pas encore, d'après moi, là, il n'est pas encore rendu au step de Shesterkin. Puis comme Shesterkin est 5,6, c'est sûr que tu prends lui avant. Mais comme sûr. Deuxième choix, là, Sorokin, c'est... La raison pourquoi je l'ai pris principalement encore, puis j'ai voulu souligner, c'est que cette année, il coûte 4 millions. Là. Ah oui, c'est ça. Cette année, il en coûte juste 4. Cette année, il en coûte juste 4. Donc là, c'est moi qui ai fait une erreur. C'est l'an prochain que ça rentre. Mais oui, à 8,25, ça vient un peu confirmer en fait ce que tu disais. Ça vient exactement confirmer le point qu'on avait. C'est que les modèles qu'on va adopter en tant que gardien de but, ça va être un gardien de but aux alentours de 6 à 8 millions qui vont être probablement le gardien de but de tête de l'équipe et un deuxième gardien de but aux alentours de 4. 4, peut-être 3, qui va être vraiment le deuxième officiel, qui va gauler peut-être 40-45 matchs dans l'année, puis qui n'aura pas le filet d'un playoff.
C'est un Qui peu n'aura peut-être pas toujours les matchs les plus difficiles non plus, là, donc ça va être plus facile pour son équipe. Mais tu sais, les modèles de gardiens élites dans la Ligue nationale, c'est à ça que ça va ressembler, parce que Sorokin, comme tu l'as un peu mentionné, n'est pas au niveau de Shesterkin encore, mais c'est clairement un des 5 gardiens dominants de la Ligue nationale présentement, certainement. Oui. Ce qui peut fausser cette évaluation-là, c'est l'équipe devant lui. Islanders de New York est une équipe très défensive, très peu excitante à regarder. Fait que ça pourrait fausser un peu le talent qu'on voit de Sorokin. Ce qui reste que... On a dit ça du Canadien aussi à multiples reprises dans les années où Carey Price était dominant, mais avait des très bonnes défensives. Puis on peut regarder même avec les Devils du New Jersey, avec évidemment Martin Brodeur, qui avait une équipe tellement... Ouais, même principe. Même chose, Stamkos, combien de fois il a dit si on n'avait pas ce gars-là en arrière de nous autres, on serait pas... Puis les experts n'étaient pas de dire un peu l'inverse, mais bref. Ouais, c'est ça. C'est dommage, hein? Les gardiens ont la vie dure autant là, quand ils gagnent que quand ils perdent. Exact. Mais la quand raison ils gagnent, c'est à cause de l'équipe. Mais la raison que je le soulignais direct cette année, c'est qu'à 4 millions, je pense que c'est un des contrats les plus alléchants cette année. Et qu'à 8,25, ça va un peu confirmer exactement le point qu'on disait là, par rapport au gardien de but. Exact. Donc, on ne verra plus de gardiens à plus que 10 millions. En tout cas, peut-être, là, mais. Le seul, je pense, qui pourrait pas se le permettre, mais qui pourrait le demander. En fait, c'est beaucoup, principalement à cause de la culture qu'il y a à New York, c'est Igor Shesterkin. Oui, peut-être éventuellement. Là. Avec les Rangers, ça arrive souvent qu'il y a des gros contrats qui sont signés avec les Rangers. Donc, ça serait le genre de joueur à pouvoir le demander. Mais sinon, à Ottawa, on a Tim Stützle qui est signé 8,35 millions fois 8 ans l'année passée, puis ça commence cette année. Moi, je pense que c'est un excellent contrat. Même l'année passée, il a fait presque 100 points. Là, un gars de 100 points là, en général dans l'année nationale. Écoute, explosif. C'est ça. À 8,35, écoute, là, c'est quoi? C'est 500 000 de plus que Suzuki? Oui, à peu près. Écoute, là, pour un gars de 100 points par année, c'est sûr que tu sautes là-dessus. Là. Moi, je me dis, si, exemple, tu es dans un pool, tu as McDavid, Draisaitl, ça part. McDavid, tu n'as pas le choix, là, à 150 points et plus, là, c'est potentiel. Mais après ça, c'est ouvert. Là. Matthews, McKinnon, Stützle, tous les autres joueurs qu'on vous a nommés. Donc, il y en a un bon pool. Là. Donc, j'ai l'impression que ceux qui vont se ramasser dans le top 10 là, avec autour de 8 millions, là, il va y avoir vraiment beaucoup de bons joueurs avec autour de 100 points. Là. Ça en fait partie, là, entre autres. Là. Donc, c'est plus un joueur recru, mais son contrat, il est quand même bien. Là. Ils ont bien fait de le signer, disons, 8 ans tout de suite. Là. Exact. Un contrat qui va bien vieillir, comme plusieurs qu'on a vus. Là. Puis j'en ai pris un autre du champ gauche, un petit peu. Là. Voilà. Donc, petit inconvénient technique, hein, on va faire un petit montage, là, ça va être... Donc, on parlait de Boone Jenner. Boone Jenner à 3,75. Donc, c'est ça. C'est un joueur qui coûte moins cher. C'est un joueur qui est très responsable, qui est un très bonne addition là, à avoir dans un pool. Maintenant, c'est vraiment, en fait, parce que le contrat, il n'est pas cher. Là, pour ce qu'il peut apporter à l'équipe, c'est vraiment intéressant. Je pense que ce qui fait en sorte qu'il n'a pas signé plus haut que ça, c'est pratiquement toujours blessé, Boone Jenner. Donc, une saison 82 matchs, je pense qu'il n'a jamais fait ça de sa carrière. Une fois, donc, en fait. Il l'a fait une fois? 2 fois. 2015-2016, 2016-2017. Donc, on s'entend que c'est plus l'exception que la règle. Ouais. Mais c'est sûr que ça ne l'aide pas. Mais oui, en effet, par exemple, il a toujours eu le talent d'apporter énormément à une équipe de hockey. Ouais. Donc, oui, à ce salaire-là, si on pense, encore Columbus, mon jeune homme, tu as été échangé. Il est à Columbus, oui. C'est ça. Puis là, il devrait être mieux entouré. Là. J'ai juste pas suivi nécessairement, mais clairement avec Fantilli et avec Ken Johnson, dans le fond, c'est deux jeunes centres qui poussent. Clairement, avoir un gars comme ça dans ton équipe à ce salaire-là, c'est quand même super intéressant parce que probablement qu'il peut enseigner beaucoup à ces jeunes joueurs-là. Là.
Ben oui, c'est pas pour rien que c'est le capitaine de l'équipe non plus. Là. Ça reste un Mhm. joueur avec beaucoup de leadership. J'imagine dans la chambre aussi, ça doit paraître beaucoup quand il est là sur place. Là, ça doit aider Oui, l'équipe à avoir une vraiment. belle cohésion. Là. Puis finalement, pour finir le tout, j'avais qui sont les meilleurs contrats pour les Canadiens? Donc, j'ai décidé de prendre un peu un ramassis de ce qui pourrait Mhm. être intéressant si vous voulez aller choisir des joueurs du Canadien cette année. Qui a les meilleurs contrats? Oui. Mon premier, j'ai pris Nick Suzuki, là, donc il fait partie des ceux de l'Association de l'Est. Donc, Mhm. Nick Suzuki à 7,85 maintenant, il reste seulement 7 ans. Ben, seulement, c'est long encore, 7 ans. Je pense que c'est déjà un contrat qui commence à s'améliorer, à être de plus intéressant, non pas juste à cause du nombre de points, mais à cause de ce qu'il apporte à l'équipe. Tu sais, Oui, clairement. c'est déjà le capitaine. C'est un joueur qui monte par l'exemple, puis qui est toujours prêt à travailler. Puis en plus, c'est pas à négliger, ben, il reste à Montréal pendant la saison morte. Mhm. Évidemment, il va voir sa famille, tout ça, mais c'est un gars qui reste sur place, puis qui adore la ville, puis qui le montre aux autres, puis aux plus Oui. jeunes. Regardez, ça vaut la peine de rester à Montréal. C'est pas si pire que vous pensez, les médias. Inquiétez-vous pas, vous ne ferez pas trop Mhm. déranger. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne influence à avoir dans l'équipe. Puis c'est pour ça que c'était mon choix là, en tant que tel pour le Canadien. Ah oui. Mais encore là, tu sais, c'est un point que moi, je l'ai mentionné plusieurs fois là, pendant nos discussions ici, là, mais c'est un contrat qui va bien vieillir. Là. Oui. Quand on va arriver à la 3, quand on va arriver à la 5, 6e, 7e année de ce contrat-là, là, on va Ouais. tellement être heureux de l'avoir. Ça va être un Ça peu va la être même fou. chose avec les contrats de Cole Caulfield. Donc, Oui, à quel point on va être capable de bien entourer ces gars-là avec l'augmentation du cap salarial dans les prochaines années. C'est exact. ce qui reste à voir. Là. Si on adopte vraiment le modèle de 3 deuxième lignes, là, on va pouvoir avoir 3 deuxième lignes de gars qui coûtent entre 5 et 7 millions, mais on va en avoir 9 des gars qui coûtent entre 7 et 5 Ouais. millions. Ça devient un peu le cauchemar des coachs adverses parce que là, ils se disent, bon, qui c'est qu'on doit couvrir la première, deuxième, troisième? Ça dépend qui va exploser aujourd'hui. Tu sais. C'est pratiquement impossible, rendu là, de vraiment les couvrir de façon optimale quand tu as juste Exact. seulement 2 lignes. Là. Donc, Exact. comme tu disais, c'est tous des joueurs qui vont être pas nécessairement au-dessus de 5 millions, à part peut-être Cole Caulfield. Pourquoi j'ai mis Nick Suzuki en avant de Caulfield? C'est tout simplement parce que c'est un homme de fer là, chez le Canadien. Nick Mhm. Suzuki joue tous Il les manque pas beaucoup matchs. de parties, non. Donc, déjà, il peut potentiellement aller chercher des gars comme Phil Kessel en termes de nombre de matchs joués Mhm. là, dans sa jeune carrière déjà. Mais sinon, Kirby Dack, 3,36 millions, c'est extrêmement bien. Oui. Surtout quand on voit comment il s'est développé cette année, puis devrait s'améliorer l'année prochaine. Donc, ça va être encore meilleur là, pour Mhm. l'année qui s'en vient. Alex Newhook, à 2,9 millions, là, c'est extrêmement bon. Pour un Oui. petit joueur dynamique comme lui, là, je pense qu'on va l'adorer, ce joueur-là. Puis on n'aura pas à chialer qu'il vaut pas 5,5 ou 6,5. Là. Il est à ce Non, c'est montant-là. ça. Mike Matheson, si tu veux continuer avec lui. Ouais, ben Qu'est-ce oui, que Mike tu- Matheson, écoute, encore 2 ans, je crois, à 4, 8,75. Oui, Clément oui, oui. devrait avoir pratiquement toutes les minutes de power play. Donc, s'il n'est pas blessé, encore une fois, c'est un gars qui est souvent blessé, Mike Matheson, mais à ce salaire-là, Montréalais peut bouffer de l'attention médiatique francophone. Je pense que c'est tout un atout là, Ouais. pour le Canadien. Puis en termes de points, ça va être mieux que ça va. Fait que, tu sais, Oui. au niveau Ah oui. salarial, là, tu sais, si tu compares, là, ça peut être plus intéressant. Si on a Samuel Montembeault de l'autre côté, écoute, j'aimerais qu'il soit signé avant que la saison commence pour les prochaines Euh, années après. on Je l'aura pense peut-être moins qu'à cher. je pense qu'à 1 million, Montembeault, c'est toute une aubaine encore présentement. Si on regarde là, la tendance avec des Adam Hill, des gars comme ça devrait tourner aux alentours de ça, ce qui vaut Samuel Montembeault. Donc, Ouais. la seule affaire qui fait la différence avec le contrat d'Adam Hill que lui a eu et Montembeault, c'est le parcours en séries éliminatoires. Sauf Mhm. que là, Montembeault, il est allé à la Coupe, il est allé jouer pour le Team Canada, puis il a tellement été dominant là-bas. En tout cas, Ils ont essayé d'en mettre d'autres, là, mais finalement, ils l'ont ramené parce qu'il était eh trop bon oui. et qu'il était très, très fort. Tu sais, c'est un gardien de but qui amène le calme dans l'équipe parce qu'il est toujours square, il est toujours bien Mhm. positionné. Puis c'est ça qu'il veut, Montembeault. Il veut être impressionnant devant les joueurs adverses avec Oui. sa grandeur, sa grosseur, mais aussi son positionnement. En fait, je pense que c'est l'amélioration principale qu'il a fait au cours des 2 dernières années, parce qu'au début, il était un petit peu tout le temps débalancé dans son filet. Puis là,
il est devenu beaucoup plus stable, justement, depuis la dernière année. Est-ce qu'on peut remercier un peu Carey Price pour ça, lui qui l'a aidé à se préparer pour les Jeux? Potentiellement un peu, oui. Donc, suite à ça, Cole Caulfield, évidemment, tu en as parlé il y a quelques instants, 7,85, donc à 25 000 de différence avec Suzuki. Moi, c'est juste, est-ce qu'il va rester en forme là, pour ces 8 prochaines années de compte? Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'il va, en fait, je pense qu'il va toujours avoir les buts, là, mais est-ce qu'il va avoir les passes pour aller avec aussi, puis qu'il va faire en sorte que, OK, c'est vraiment un joueur dominant, puis qui va valoir son 8 millions là, par année en termes de points. Parce qu'en termes de dans la chambre, tout ça, c'est un joueur qui est très, très apprécié. C'est un joueur que je pense que ça vaut la peine d'avoir ce type de joueur-là dans une chambre pour justement là, s'assurer qu'il y a plus de cohésion. Oui. De la culture, comme on parle. Là. Puis ça, je pense qu'ils ne se sont pas trompés avec ça. Là. Mais je pense que c'est un duo qu'on va parler pour longtemps. Là. Je pense que Caulfield et Suzuki vont fonctionner ensemble pour plusieurs années. Puis, en fait, si jamais le Canadien décide de les séparer, c'est ça. C'est qu'ils vont toujours garder cette arme-là de pouvoir les ramener, les rapatrier ensemble. Ça va toujours rester une menace de pouvoir les ramener ensemble, même si on les a séparés pour peut-être équilibrer les forces éventuellement. Là. Mais ils vont toujours avoir le potentiel de les ramener ensemble. Et c'est probablement ce qui va toujours rester au niveau du power play aussi. L'avantage numérique. Tu as bien raison. Puis dernier, j'ai mis Sean Monahan. En fait, s'il est en santé toute la saison, c'est le vol de l'année. Oui, définitivement. Parce qu'il ne manque pas de talent. C'est sûr qu'il a une belle présence. Il est grand, il est puissant. Puis c'est ça. Il faut juste qu'il soit en forme. Et ça va prendre des minutes importantes aussi là, pour donner du meilleur temps de glace de qualité à des gars comme Newhook, des gars comme Dak, justement, qui vont pouvoir s'illustrer davantage si on a un Monahan en santé. Là. Ben oui, puis ils peuvent émuler un peu ce que Sean Monahan fait, Kirby Dak et évidemment Newhook. Puis aussi se pratiquer, puis il n'y aura plus la pression de devoir être un excellent centre avec les mises en jeu et tout ça, parce qu'il va avoir un pilier là, à ce moment-là comme deuxième centre. C'est quoi aussi, là, c'est le père de Slavkovski qui tripe sur Sean Monahan, c'est ça? Oui. En tout cas, je ne sais plus si c'est Slav, là, mais bref, je sais qu'il y a un joueur, Sean Monahan, je pense que c'est un bon exemple au niveau de la culture. Puis, je pense que c'est la raison aussi pourquoi le Canadien l'a signé, parce qu'au niveau du besoin, plus ou moins, là, honnêtement. C'est pas grave. C'est pas grave si on n'avait pas une bonne saison encore cette année. Là. On prévoyait même avoir une saison ordinaire encore cette année. Donc, l'addition de Sean Monahan fait juste en sorte que le Canadien va peut-être finir proche du 20e rang au lieu, s'il est en santé toute l'année, au lieu de finir proche du 30e rang. On va dire ça comme ça. Ouais, le but, c'est sûr, c'est d'être pas top 10 à l'envers, mais idéalement de pousser vers le top 15, le top 16. Là. Puis éventuellement, tout peut arriver. Là. Quand en fait va venir le temps de se demander est-ce qu'on doit aller chercher des nouveaux joueurs, est-ce qu'on doit aller en fait se bonifier à l'attaque ou quoi que ce soit, proche de, mettons, des échanges, là, de la limite des échanges, bien là, on va pouvoir commencer à penser à ça. Probablement dans 2-3 ans. Oui, exact. Donc là-dessus, je vous invite à nous suivre. On va lancer notre chaîne YouTube. Peut-être que si vous nous voyez sur YouTube, c'est qu'on est déjà lancé. Donc, on prévoit donc en septembre lancer la chaîne officiellement. Mais entre-temps, vous avez sur la chaîne en fait de Frank Well dans le Patreon l'accès au show. Donnez-nous vos commentaires, ça va nous faire plaisir. Puis éventuellement, on veut faire des journées, en fait, des journées mailbag, donc des journées qu'on répond à vos questions puis qu'on va un peu plus en profondeur sur tout ce qui se passe dans la Ligue. Donc, non seulement avec le Canadien, mais surtout avec le Rocket, avec la Ligue nationale, le restant de la Ligue et évidemment les prospects. Donc, on va en parler de plus en plus des prospects. On a une liste qui s'en vient, le top 25 des prospects du Canadien, mais aussi le top 10 des prospects pour le prochain draft de 2024 qui s'en vient. Donc, on va essayer de garder ça d'été tout au long de l'année, ce qui va devenir quelque chose de le fun à revisiter ensemble, je pense. Exactement. Puis, entre-temps, si vous voulez avoir des nouvelles, allez sur le site de mordudohockey.com. Donc, il y a des chroniqueurs qui écrivent évidemment beaucoup plus lors de la saison. Donc, je vous invite, quand la saison va commencer, d'aller faire un tour sur le site. Vous pouvez voir les vidéos de Frank Well, de Mordu de Hockey et évidemment toutes les chroniques qu'on y écrit.
Donc, c'est tout pour moi. N'oubliez pas les petits thumbs up. Puis, on continue de manger du hockey, tout le monde. Yes. Salut, Julien. Salut, Seb.